Bienvenue à tous. L'état des droits, ses exigences en République démocratique du Congo. Est-ce que depuis que le président Tshisekedi a proclamé que notre pays, en s'inspirant d'ailleurs de son père Étienne Tshisekedi, qu'il devait y avoir en RDC un état des droits qui respecte à la fois les textes, mais également les droits des citoyens à être protégés par les institutions, mais aussi l'application des textes en vigueur? Où est-ce qu'on en est avec tout ceci? Est-ce qu'il y a mauvaise lecture de nos textes? Est-ce qu'il y a mauvaise pratique dans les chefs des citoyens et les acteurs? Un professeur d'université, notre invité aujourd'hui, Théodore Lubanga. Bienvenue, professeur. C'est Taylor Lubanga. Taylor. Alors, je vous ai invité, c'est parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui dans notre pays sur l'état des droits. D'abord, définissez-moi un tout petit peu ces concepts d'état des droits et surtout les exigences que cela concerne ou inflige, exige pour que ça s'applique correctement dans une nation, dans un État républicain. Merci beaucoup Jean-Marie pour l'invitation, mais aussi merci pour cette possibilité de pouvoir donner une analyse pratique de l'état de droit, les concepts. Marie-Laure disait on ne peut pas discuter si les concepts opératoires, les discussions j'entends, ne sont pas éclaircis. L'état de droit n'a pas qu'une définition, mais plutôt un entendement. Un entendement. Mais pourquoi? Parce que définition, il y en a plusieurs. Chaque auteur s'est prévalant d'une supériorité réflexive, analytique. Et donc, l'on se convient, dans l'entendement qui est partagé, que l'état de droit est un état dans lequel toutes les institutions, tous les hommes sont et donc soumis à l'autorité de la loi. C'est l'état dans lequel l'intérêt général, les mieux-être est gouverné ou sont gouvernés par les lois. Mais c'est enfin l'état dans lequel tout homme, qui qu'il soit, doit respecter les prescrits de la loi. Et parler de la loi ici signifie la volonté populaire. Pourquoi? Parce que la loi est rédigée par des personnes qui représentent les peuples qui les désignent. De sorte qu'une loi qui n'est pas dans l'intérêt du peuple n'est pas une loi. Toutes les lois doivent traduire la volonté. C'est donc l'expression des personnes qui ont délégué le pouvoir d'agir à un groupe d'individus appelés députés. Et les lois qui ne refléteront pas la volonté populaire ne sont pas des lois. Voilà pourquoi l'état des droits, c'est l'état à la fois où les lois sont appliquées, mais aussi où ces lois traduisent la volonté. La volonté. Est-ce que les lois peuvent violer la loi suprême qui est la Constitution? J'aimerais bien que la régie nous prépare la déclaration de professeur Nyaburungu, que j'ai reçue ici d'ailleurs, qui est beaucoup plus revenu sur la prééminence de la Constitution, sur l'application de la Constitution et vis-à-vis, comme vous l'avez dit, de n'importe quel citoyen. Et puis derrière, on va essayer un peu de comprendre, et puis comme vous avez dit que ça sévit l'état des droits, comment notre État sévit aujourd'hui. Professeur Nyaburungu, il y a un détail que j'aimerais avant qu'on écoute le professeur Nyaburungu, vous poser la question. Je vous avais reçu ici sur la thématique du renouvellement du personnel de la Cour constitutionnelle, ce qu'on appelle les juges. Et vous étiez dans une espèce d'école entre vous et les députés Sesanga. Il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de débats autour de ces approches. Est-ce que on est tombé d'accord sur cette façon du fonctionnement de la Cour constitutionnelle vis-à-vis des impératifs, on va dire, que réclame ou que prône la loi en la matière? Par exemple, le renouvellement, le pouvoir de lire la Constitution, ou plutôt d'interpréter la Constitution, et en même temps de changer cette Constitution, le cas échéant.
Et j'ai des cas précis à vous poser quant à ce. Parce qu'on parle de l'état de droit. Mais parfait, merci beaucoup. Oui. J'avais expliqué à l'époque aux téléspectateurs l'entendement des Congolais qui, à l'occasion des référendums, avaient décidé justement d'éclater l'appareil judiciaire en séparant les contentieux administratifs du contentieux constitutionnel et les contentieux judiciaires, purement judiciaires. Et qu'à cette époque-là, les Congolais ne voyaient pas venir les politiques. Ils voyaient simplement la manière de régler les problèmes qui se posent dans la société. Mais lorsqu'il est arrivé que la Cour soit créée, évidemment par les travaux dirigés par le professeur Kalongombika et d'heureuse mémoire, poursuivis par le professeur Balanda, sous la coordination de Luzolo Bambi, à l'époque ministre de la Justice, qui avait évidemment le pouvoir gouvernemental de superviser les questions de ces secteurs. Les textes ont été finalement amenés à l'Assemblée nationale à l'occasion de cette discussion. L'honorable Sissanga s'en servira à la deuxième législature et nous avons discuté pour démontrer qu'il n'en était pas l'auteur et n'est pas père de ces textes pour des raisons bien évidentes, historiques et archivistes. Mais aujourd'hui, à l'époque, lorsque la Cour arrivait au premier renouvellement, 3 ans après, les juges n'ont pas pu être renouvelés. Parce que certains étaient contraints à la démission, d'autres étaient même morts. Et vous rappellerez Kalonda, vous rappellerez tous ces cas de Banyakou et Sambo. C'est alors, à ce moment-là, on nous a dit que comme il y a eu des cas de mort, le nouveau juge ne pouvait pas être tiré au sort. Il n'y en avait pas. On est passé, évidemment, sous silence, la question du tirage au sort. Le deuxième, évidemment, momentum de renouvellement arrive, 3 ans après, le juge se retrouve dans une forme de corporation salutiste. Se disent, nous voulons continuer. On leur dit, mais vous continuez comment? Nous sommes entendus. Le chef de l'État a posé la question pour savoir est-ce que ce qu'ils disent est conforme à la loi. Avec tout ce qu'on a comme problème de guerre, des questions de gouvernance de l'État, le président est trop occupé. Un jour, il insiste. Nous lisons la Constitution, nous lisons la loi elle-même, on constate que les juges ne pouvaient pas s'entendre et renouveler. Ils doivent passer par tirage au sort. Bien qu'en retard, le président de la République a écrit, par le biais de son unité de cabinet, au greffier qui est l'autorité compétente en la matière. Au greffier? Greffier, pas au juge. Parce que c'est le greffier qui est chargé du pouvoir d'organiser les concours. Je veux dire le tirage au sort. Ça a été même organisé à l'absence du président de la Cour constitutionnelle. Mais on ne va pas revenir sur ce débat. J'aimerais bien... Mais non, mais ça a été organisé, mais il est juge en ce moment-là. Il est fait mandat. Lorsque le greffier invite, affiche le communiqué, il l'a dit dans leur plénière. On doit dire la vérité comme elle se doit. Et les juges ont été tirés au sort, il a été tout aussi tiré au sort. Et là, le problème ne se posait pas. Est-ce que peut-on reprocher à quelqu'un, au chef de l'État, j'entends ici, d'avoir respecté la loi même en retard? Alors, c'est aussi ça l'état de droit. Écoutons ce que dit Nyabirungu. Et juste derrière, on va écouter ce que dit le président de la République lui-même concernant la justice. Parce que vous êtes un peu, je dirais, la voix autorisée aujourd'hui à nous expliquer les contextes d'état de droit et comment ça sévit par les citoyens aujourd'hui. Donc je suis citoyen, chercheur et professeur de droit, cette fois-ci en train d'analyser les plus, questions de droit. En tant que praticien. Les questions de droit, parfait. Praticien. Parfait. Nyabirungu. La Constitution, qui est la loi suprême du pays, et les autres lois de la République doivent être respectées. Ceux-là qui nous gouvernent, nos dirigeants, y compris d'ailleurs le président de la République, qui lui a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, que c'est elle qui a défini le modèle de démocratie que nous devons être, le modèle de l'état de droit que nous devons être. Personne en RDC n'a intérêt à ce que la Constitution soit une carcasse vide. Il faut que ces dispositions soient toujours considérées comme sacrées, soient toujours considérées comme d'ordre public, soient toujours considérées comme nécessaires à notre existence en tant qu'État. Nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal.
Et dans les cas qui nous concernent, les illégalités sont flagrantes, sont nombreuses, sont massives et répétitives. Respecter la République démocratique du Congo, respecter sa loi fondamentale. Professeur Lobanga, quand on écoute Nyabirungu, la constitution de la RDC est violée constamment, les dispositions pas respectées. Où en sommes-nous avec l'état des droits? Non, mais écoutez, dans une configuration comme ça. Jean-Marie, j'aurais bien voulu que les professeurs Nyabirungu nous disent quelles sont les dispositions de la Constitution qui sont violées. Par exemple, il disait, à votre place d'ailleurs, oui, que lorsque la Cour constitutionnelle s'est déjà proclamée sur un arrêt, par exemple dans l'affaire Boukangalonzo, la même Cour, ou plutôt la Constitution dit, les arrêts de la Cour sont opposables à tous et d'application immédiatement. Comment expliquer que la même Cour qui est censée respecter la Constitution revient sur un arrêt qui doivent être, on va dire, respectés par tous? C'est ça la première violation. Et répétitive parce que, par exemple, l'interprétation d'une certaine disposition, la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse interpréter la Constitution. Alors que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui est habilitée, par exemple, à saisir cette Cour en interprétation, voulais-je dire. Non, voilà deux violations de Constitution. Merci beaucoup, Jean-Marie. Oui. Je suis très heureux d'avoir cette question. Elle taraude les esprits de tout le monde aujourd'hui. La question, la fameuse question du revirement jurisprudentiel. Oui. Le revirement jurisprudentiel. La Constitution n'est pas l'apanage simplement des juges, de tout Congolais, l'a-t-on dit. Parce que la Constitution traduit la volonté, j'ai dit tout au début, du peuple congolais. Mais on ne dit pas quelle est la disposition de la Constitution qui est violée et comment est-elle violée. Prenons le cas qui nous concerne. M. Matata est amené à la Cour constitutionnelle. Il lui est jugé. La Cour, pour des raisons qui lui étaient propres, a estimé qu'elle ne peut pas le juger parce que les faits commis ne sont plus d'actualité. S'il faut comprendre le sens. C'est l'ancien président, il n'y a pas de juge naturel. Je vais arriver pour vous expliquer que l'article 164 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître tous les crimes, toutes les infractions commises pendant ou à l'occasion. Non, on dit en fonction. Mais j'arrive. Les deux mais en justement, fonction. nous parlons français. Oui. Les infractions commises pendant l'exercice et à l'occasion de l'exercice. Mais écoutez, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, elle n'est pas récente. Elle est vieille parce qu'elle remonte vers l'existence ou son insertion dans un ordre suprême qu'est la Cour suprême de justice. Et à la Cour suprême de justice, il existe une jurisprudence constante fondée sur le principe de la cristallisation des faits et des compétences. Le professeur Biou lui-même connaît, il maîtrise bien ces notions. La Cour suprême a toujours jugé que le juge compétent est le juge du moment des faits. C'est une jurisprudence aujourd'hui séculaire, on va dire, presque séculaire. Constante, mais j'en arrive, Jean-Marie, c'est très précis. Oui, c'est important de le dire. Oui. La Cour constitutionnelle n'est pas née, elle est née hier, mais ses attributions ont toujours été exercées par la Cour suprême de justice. Et la Cour suprême de justice, les juristes peuvent vérifier, dispose d'une jurisprudence constante, selon laquelle le juge du moment des faits est le juge le plus compétent. Je prends un exemple simple. Qu'arriverait-il lorsque un ministre qui, au moment où il était en fonction, a commis un acte relevant de ses compétences, mais qui était factionnel, et que quelques années après, pour cet acte, on doit pouvoir le poursuivre? Quel est le juge compétent? Soyons sérieux. Le juge compétent est le juge du moment où il était ministre. Mais s'il commet un acte civil de vol de chèvres à la cité, il ira devant, selon les cas, la compétence du tribunal de paix ou des grandes instances. On doit être sérieux lorsque nous abordons les questions qui concernent les peuples congolais. J'ai défini en introduction ici qu'aucune personne, qui qu'elle soit,
ne peut prétendre être rédacteur, être interprète de la loi. La loi, c'est le peuple qui doit l'interpréter parce que les peuples, c'est quoi? Les peuples, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais justement... Mais maintenant, le peuple a donné un sens à cette Cour constitutionnelle, a donné un sens à cette Constitution, en voulant qu'il n'y ait pas au pays d'individus détenteurs des permis d'impunité. Mais alors, parce qu'il faut aller maintenant au fond des choses, qu'est-ce que nous faisons? La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire a été transférée, oui, qui n'est pas habilité à demander une interprétation. A estimé, elle, qu'au regard de la Constitution, l'article 164 de la Constitution, elle a demandé l'interprétation de cet article. Est-ce qu'elle avait qualité? Mais voilà justement. Cette Cour de cassation avait qualité de demander en interprétation, parce qu'on connaît tous ceux qui sont habilités à demander l'interprétation de la Constitution. Est-ce que la Cour de cassation a qualité pour demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution? Parce que dans la liste de ceux qui sont prévus, il n'y est pas. Mais déjà, dès le départ, il faut nous dire que nous sommes dans un pays où il y a des parquets, il y a des procureurs. Lorsque les procureurs poursuivent un délinquant, les procureurs peuvent même faire appel contre une décision. Mais je ne sais pas, on vient d'où, mon Dieu. Mais vous savez que les procureurs, tout en n'étant pas, en matière pénale, le procureur est partie principale au procès. Il est donc actif, nous ne sommes pas en matière civile, on est en matière pénale. Et donc le parquet près la Cour constitutionnelle, qui dispose du pouvoir de fouiller toutes les procédures, d'enquêter sur les faits, afin de permettre que le droit soit dit sur les faits commis. Mais écoutez, M. Matata peut tout aussi être acquitté. De quoi a-t-il peur? Il n'a rien fait. On nous a dit qu'il n'a rien fait. Est-ce que doit-on se cacher derrière un juridisme discutable pour s'extirper de ses responsabilités? Mais, prof, autrement dit, est-ce que le fait pour je veux dire, les juges qui sont dans une indépendance connue, de vouloir savoir ce qui s'est passé dans l'intérêt des Congolais à Bukanga Lonzo, dans les dossiers de la zaïranisation, où il a été disculpé? Non, il n'a jamais été disculpé. On n'a jamais abordé le fond. Zaïranisation, c'est clos et classé. Jean-Marie, on n'a jamais discuté du fond de ces affaires. Voilà justement, vous comprenez. Mais la procédure elle-même... Maintenant, vous comprenez que l'on ne peut pas se cacher derrière le juridisme pour accorder les permis d'impunité aux individus. Le devoir de redevabilité. Je vais revenir sur l'évolution jurisprudentielle et doctrinale. Il existe des cliniques du droit et des plaidoiries qui gagnent du terrain aujourd'hui des domaines considérant deux choses. La protection de la société contre les crimes des dirigeants et la protection des dirigeants dans un syndicat. Vous savez, lorsqu'on a de moyens, on peut recruter dans tous les milieux pour faire passer une opinion. On recrute. Il y a des livres qui sont publiés aujourd'hui protégeant les premiers ministres honoraires. Et on ne peut pas comprendre que d'un coup, les gens se réveillent, défendent une théorie parce qu'il s'agit d'un individu dont on connaît les statuts sociaux. C'est quand même intéressant. Non, c'est intéressant de savoir. Oui. Comment est-ce que combien de cas de violation de droits, soi-disant devant le juge, sont répertoriés statistiquement parlant? Pourquoi les cas Matata intéressent les hauts scientifiques? On peut s'interroger sur les motivations. C'est la question que j'allais vous poser. Mais ce sont des motivations, mais les motivations sont à comprendre. Alors, je voudrais maintenant en arriver, Jean-Marie, parce que j'aimerais bien qu'on s'entende sur simplement la science avant de revenir au droit. Le raisonnement jurisprudentiel, selon Georges Cornu, c'est en fait celui-là qui donne les différents concepts en droit. C'est le fait pour le juge d'abandonner une solution qu'il avait depuis lors. Mais les faits n'ont jamais été jugés. Le juge avait une position. Et ressaisi de nouveau par les personnes compétentes, ça peut être les parquets, ça peut être des parties. Le juge constate qu'il était dans l'erreur, c'était induit en erreur. La Constitution, mais justement, la Cour constitutionnelle, qui peut se redire. Mais elle peut se redire. Et c'est pourquoi on parle de revirement jurisprudentiel. Un juge n'est pas Dieu. Vous savez... Mais pourquoi c'est coulé dans les marbres? Il ne faut pas que le Congolais pense qu'il n'y a pas que des ministres qui peuvent commettre des erreurs. Il n'y a pas que des ministres, il n'y a que des chefs d'État, il n'y a pas que des professeurs qui peuvent écrire des livres et des tomes. Pourquoi nous écrivons des tomes 2, tomes 3? C'est lorsqu'on constate qu'il y a une incohérence notionnelle, qu'il y a une évolution, un élément nouveau, on fait des tomes, des revues et des augmentations.
des écritures. Je veux bien qu'on se comprenne sur, d'abord et essentiellement, la science elle-même. Le revirement jurisprudentiel, le juge constate des éléments qui n'ont pas été pris en compte dans sa décision initiale et corrige sa décision. C'est ce que ça veut dire, revirement jurisprudentiel. Je veux recevoir ici le professeur Mampouya, qui dit ceci, dans son livre que j'ai presque terminé. Il y a comme une torture du droit par des juges qui sont censés appliquer ce qu'on appelle l'ingratitude vis-à-vis de ceux ou de celui qui les a nommés, parce qu'ils doivent respecter la science. Mampouya dit, nous vivons aujourd'hui la criminalisation de la science par les juges qui souffrent de leur inféodation aux politiques. Est-ce qu'il a tort ou raison de dire nous aurons du mal, vous, professeurs d'université, à enseigner aux enfants une doctrine, une façon de pratiquer les droits, lorsque nous-mêmes, juges, nous-mêmes, praticiens du droit, nous faisons le contraire. Ça, c'est la thèse de Mampouya. Je l'ai suivi. J'ai beaucoup de respect pour mes maîtres, ce sont des aînés à la faculté. Les professeurs Birungu, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération. Oui. Ce sont des opinions et des écoles constitutionnalistes que nous défendons. Mais vous savez, le droit, il est un dans sa diversité. Le droit, c'est essentiellement l'esprit. L'esprit. Mais le droit, comme je dis, c'est le reflet de la population. Le droit. Mampouya, c'est lui. Le droit, bien sûr. Qui est devenu les syndicalistes des juristes en souffrance. Auguste Mampouya. Oui. Et donc, le professeur Mampouya, il constate des faits, ce qui peut être vrai. Il a des éléments qu'il exploite. Et donc, moi, j'en ai d'autres aussi que j'exploite. Dans ce que j'ai fait comme recherche sur la question de la magistrature, depuis un temps, j'essaie de réfléchir sur ces questions. Je trouve que le magistrat n'est pas dans un monde à part. Il est dans le même monde que nous. Le monde des problèmes, auxquels il faut des solutions. Et les solutions sont en cours d'être trouvées. Les solutions des statistiques des magistrats, qui étaient en nombre inférieur par rapport au nombre voulu, au ratio voulu. Les questions d'encadrement des magistrats, c'est-à-dire la formation continue des magistrats. Les questions de moralité et d'éthique, qui intéressent aujourd'hui tout le monde. Et donc, nous sommes tous ici, compris chefs de l'État, en train de demander aux magistrats de faire mieux. Mais nous venons d'où? On va l'écouter les chefs de l'État. Mais nous venons d'où? Mais répondez à Mampouya. Je vais répondre. Nous venons d'où? Les magistrats, nous venons d'une justice qui n'existait pas. Sont victimes des politiques qui les nomment. Nous venons d'une justice qui n'existait pas. Et aujourd'hui, il faut apprécier les améliorations en termes d'indépendance elle-même. Les magistrats aujourd'hui peuvent se permettre des décisions. Alors, constater aujourd'hui et les dire qu'ils sont dans une forme de criminalisation, oui, ça peut être un cas. Qu'ils sont otages. Ça peut être un cas, mais on ne doit pas oublier l'existence des améliorations qui sont nombreuses aujourd'hui. On ne doit pas oublier ce qui est fait et qui continue à être fait. Les cas isolés seront sanctionnés quand ils seront révélés aux organes compétents pour le faire, c'est-à-dire les chambres disciplinaires. Oui. Mais maintenant, les cas qui, eux, apportent une forme de vertu de ce que nous voulons, c'est-à-dire une justice juste, une justice qui élève la nation, ces cas-là doivent aussi tout aussi être publiés, commentés. Pourquoi on n'en parle pas? Pas dans l'acharnement. Écoutez ce que dit le président de la République lui-même, parce que tout le monde se pose cette question, mais en réalité, allez, que ce soit les cas Matata, que ce soit les cas aujourd'hui des Kalonda, des autres qui sont en prison, on dit, c'est à la tête du client. Paix à son âme, Chérubin Okende, le juge qui convoque ne convoque pas d'autres ministres sortants. Donc c'est à la tête du client. Écoutons d'abord le président de la République. Je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire,
je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Moi, je ne désespère jamais. Donc, il y a eu, certes, beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes. On doit trouver des solutions, on les trouvera. Professeur, est-ce que c'est un aveu d'échec du président ou c'est un constat d'impuissance? Non, c'est un constat du retard d'amélioration. Mais justement, le président constate que il n'a pas échoué, il a dit du bémol. Oui. C'est-à-dire qu'il tempère le positivisme bilantaire. Parce qu'aujourd'hui, les présidents dans tous les domaines, les autres domaines excellent, les réalisations sont patentes et aujourd'hui convaincantes. Cependant, dans le domaine judiciaire, le président constate le retard d'adaptation des juges à sa vision. Et il dit, il ne désespère pas. Il espère et il continue à travailler. Et voilà, dans ce travail-là, les améliorations sont constatées. Et elles sont nombreuses. Mais il dit le clientélisme, la corruption, l'inféodation de cette justice. On torture le droit selon les intérêts. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, on l'a suivi il y a quelques jours au Palais du Peuple, lorsqu'il installa les nouveaux magistrats, avec le Conseil supérieur de la magistrature. On sent comme une espèce de patate chaude que vous passez entre Conseil supérieur de la magistrature qui dit on n'a pas les moyens de faire la bonne justice, de dire les droits correctement. Nous sommes l'objet des coups de fil, des directives qui sont données, parfois contre les textes. Et les politiques qui disent ils sont incompétents, corrompus, etc. Où est la justice, excusez-moi du peu de la tautologie, dans cette situation de polémique permanente entre et la justice et les politiques qui les nomment? Parce que le président, il est magistrat suprême. Mais voilà, Jean-Marie, c'est ainsi, je vous dis tout de suite que le président a constaté, parce que le président ne peut pas dire que ça va lorsque, en termes de statistiques, on n'a pas atteint un niveau corruption, non-respect des textes et des procédures. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités du pouvoir sont aux arrêts. D'autres devant les parquets. Aujourd'hui, les cas sont connus. Aujourd'hui, dans ce pays, les ministres ont fait la prison dans ce pays. Donc, on doit comprendre que le président veut que les choses s'améliorent et de manière ostentatoire. Il veut que les Congolais vivent la justice. Parce que tout son plan, sinon l'essentiel de son plan, est fondé et basé sur l'état de droit. Cet état dans lequel, me dit-il un jour, lui-même, le président de la République, n'est pas mieux épargné. Il dit, lorsque moi-même, je veux respecter les magistrats, il faut que les Congolais aussi les respectent. Je veux que l'État dans lequel on a plus peur des magistrats que du président de la République. C'est la conception du président de la République sur l'état des droits. Mais les gens qui appellent les magistrats pour mapper tel, pour ressortir tel dossier, etc., est-ce qu'ils rendent service au président? Non, ils ne rendent pas service au président. C'est pourquoi ces gens, on les cherche. Mapper signifie de mettre en mandat d'arrêt provisoire une personne. C'est que Kamoulet a dit qu'il ne va pas le faire. Il a dit d'ailleurs, même le juge près de la Cour de cassation, il a dit, désormais on arrête de parler au week-end, désormais on... Mais voilà l'indépendance. Mais pourquoi ça continue? Voilà, il n'y a pas longtemps qu'il a dit, mais voilà comment les magistrats se sont réveillés. Firmin Vondé, le procureur général près la Cour de cassation, a pris une circulaire une décision dans laquelle il énonce les interdictions. Il encadre le travail des magistrats. Écoutez, il n'y a pas que des magistrats, il y a aussi des inspecteurs judiciaires qui, eux aussi, en faisaient un peu trop. Il fallait de l'ordre. Et l'ordre est en train de venir. Voilà les améliorations, Jean-Marie. Mais là, vous me donnez des éléments. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on veut. Nous voulons que les justiciers soient tout aussi gardés.
la théorie du gardien. Il ne faut pas que le magistrat se cache derrière les politiciens pour ne pas faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent le savoir que l'indépendance s'arrache, ne s'octroie pas. Vous avez une ouverture à l'international. Lorsqu'il y a la justice à deux vitesses, lorsqu'il y a la stigmatisation de tel ou tel personnage ou personnalité parce qu'il est de l'opposition ou il veut être candidat président, est-ce que l'international, la Cour pénale internationale, les commissions des droits de l'homme, est-ce que dans le chef des dirigeants, on tient compte, dans cette administration de la justice, de l'image qu'on projette à l'étranger, de l'image qu'on projette à l'international? Donc, je pense que chaque pays a ses problèmes. Mais au niveau international, je dois vous avouer que la justice militaire congolaise est la justice la mieux cotée. Parce que, la mieux cotée? Mais je vous informe, c'est le constat du procureur de la Cour pénale internationale sur les avancées d'application du statut de Rome. Chez nous, la Cour, l'auditorat, la haute cour militaire applique les statuts de Rome parce que nous sommes États membres et a beaucoup de jurisprudence, beaucoup de décisions qui font jurisprudence aujourd'hui dans la lutte contre les crimes les plus graves. Mais maintenant, les ratés qui sont constatés dans d'autres secteurs, dans d'autres cas, sont des choses à identifier et à corriger. Voilà pourquoi la gouvernance doit être maximale. Une gouvernance qui tient compte des moindres détails pour les améliorer. Les améliorer dans l'intérêt, bien entendu, de préparer, d'améliorer l'image dans les concerts des nations lorsque se discutent des débats, des questions plutôt judiciaires. Parce que les cliniques du droit, comme je dis tout à l'heure, et les plaidoiries, qui proviennent des écoles, qui font école, comme l'école de Kinshasa aujourd'hui, l'école pénale de Kinshasa, l'école de Bruxelles, chaque État a ses priorités judiciaires, a ses valeurs qu'il protège. Et de ces valeurs naissent un socle sur lequel l'on peut s'appuyer pour vanter les mérites nationaux au niveau international. Et là, le Congo n'est pas, en tout cas, mal coté, parce que j'ai des cas. Il y a un détail. Tout à l'heure, je préparais l'émission. La question que un des professeurs m'a transmise, c'est de vous demander la non-rétroactivité même des jurisprudences, même de lois qu'on puisse faire. Admettons, et je reviens, Julie, on parle des cas de Matata Mpogno. Quand bien même la Cour constitutionnelle a constaté qu'il y avait cette jurisprudence et qu'il fallait revenir sur ce dossier. Mais pourquoi ça doit s'appliquer à un dossier qui a été déjà jugé ou sur lequel plutôt l'arrêt a été rendu? RP 001. Est-ce que ce n'est pas une violation dont parlait Nyambirongo, la non-rétroactivité des dispositions? Même si la Cour constitutionnelle a obtenu l'interprétation de loi, enfin, de ces dispositions, même si la Cour constitutionnelle a fait son revirement, mais cette non-rétroactivité, ce n'est pas une violation? Non, écoutez, ça, c'est la question qu'un professeur m'a posée. Jean-Marie, oui. La non-rétroactivité signifie qu'une loi nouvelle ne doit pas rétroagir parce qu'elle est faite pour s'appliquer aux questions nouvelles. Oui. Mais là, il faut distinguer selon qu'il s'agit de lois de forme ou de lois de fond. Les lois de fond, elles ne rétroagissent pas, mais elles ne peuvent rétroagir que lorsqu'elles sont favorables aux prévenus. Les lois de fond. Prévenu, c'est Matata. Les lois de fond. Oui. Par contre, en revanche, les lois de forme, elles s'appliquent immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elles sont prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Mais nous ne sommes pas en train de parler de loi ici. Nous parlons des décisions judiciaires. Nous ne parlons pas de loi ici pour évoquer la notion de rétroactivité ou non. Ici, nous parlons à la fois de ce qui doit être fait pour améliorer un droit applicable aux personnes, mais aussi des nécessités à pouvoir demander le compte. Moi, le Premier ministre Matata, parmi les premiers ministres que j'ai connus, il était ce qu'il était. Et je trouve que s'il y a des choses à régler en termes d'explication aux magistrats, oui, pourquoi se générait-il? Parce que
J'ai entendu qu'il n'a rien fait. J'étais heureux d'apprendre qu'il était prêt. J'étais heureux d'apprendre qu'il était prêt à se défendre partout où on l'invitera. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il avait écouté son séjour à l'époque pour venir se présenter. Pour revenir. Et il a beaucoup d'arguments. D'ailleurs, c'est l'occasion pour qu'il soit blanchi. Mais il faut respecter aussi la forme. Non, parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Oui. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le problème d'image pour toute la vie. Pour ses enfants. Les gens vont avoir les goûts d'inachevé dans leur tête. Comme pour dire que tel a commis un acte et n'en a pas été puni. Mais si le juge arrivait, quant au fond, à les laver, au vu des éléments qu'il a dit qu'il détenir, au vu de ses compétences, on nous a dit qu'il a une compétence leadership, il conseille le chef d'État. Moi j'ai entendu. C'est indiscutable. Hein? Mais c'est bien pour le Congo. On a quand même un digne fils de pays capable d'apporter des conseils au-delà des frontières nationales. Oui. Mais ça, il faut le vouloir. Il faut même l'encourager. Il faut même l'encourager. C'est plus qu'important. Alors maintenant, il ne faudrait pas qu'il soit toute sa vie appelé à s'expliquer. Alors qu'on lui donne là l'occasion, je pense, je ne suis pas juge, mais je pense qu'on lui donne là l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé dans ce dossier, à quelle hauteur était-il intervenu et comment a-t-il fait pour que les choses marchent. Est-ce que ce n'est pas la condamnation qui est cherchée dans la perspective des élections et que tout tourne principalement autour des Matata candidats ou pas? Ne nous volons pas la face. Et c'est ce que tous les observateurs constatent. Non, Jean-Marie, là, je suis très déçu d'apprendre que l'état de droit doit varier avec les élections qui sont circonscrites et passagères. On ne peut pas faire la connexion des élections aux exigences de la démocratie et l'état de droit, comme la thématique elle-même l'a dit. S'il adhérait à l'Union sacrée et qu'il renonce à être candidat, vous verrez que les procédures vont s'arrêter. Non, parce qu'on a connu les gens de l'Union sacrée, on les a vus en prison. On a vu des gens même du cash en prison. Non, attendez, ce n'est pas ça le problème. Les cash là avaient des gens en prison, d'autres sont en prison, mais qui sont membres du cash. Est-ce que c'est pour autant, parce que l'on doit pouvoir marcher sur le droit, parce que les impératifs électoraux exigeraient une forme de passivisme national, une forme d'abandon de dire le droit, parce que... Non, attends, mais moi j'ai vu, je ne sais pas, je ne voudrais même pas qu'on parle des élections. Lorsqu'il faut que les juges fassent leur travail, c'est aussi ça l'indépendance de la justice. Professeur Lobanga, terminer cette émission avec une question, on va dire, de philosophie. Au regard de ce qu'a dit le président de la République, au regard de ce qu'on constate aujourd'hui, pensez-vous que cette justice, cet état de droit est en adéquation avec les attentes des Congolais? Et que finalement, les Congolais ne pensent pas que cet état de droit n'était qu'un slogan et qu'en réalité, c'est une justice à deux vitesses à la tête du client qui est appliquée. Non, mais aujourd'hui, c'est pourquoi les Congolais ne doivent pas avoir cette impression lorsque les hauts gradés d'hier, les hauts cadres d'hier sont amenés devant le juge. Ça n'a jamais existé. Il faut aujourd'hui faire jurisprudence et une bonne jurisprudence. Il faut aujourd'hui permettre aux Congolais de savoir que quiconque a la possibilité de gérer, peut être appelé à rendre compte. Et les Congolais ne pourront pas voir cette inadéquation si il n'y a pas de sélection. Parce que c'est la sélectivité qui fait problème. Le voleur de la chèvre à la cité est amené en prison. Mais quand un haut cadre met des côtés de millions, on parle de détournement. C'est savant ça. Alors il faut que les Congolais soient vraiment rassurés que les juges font du bon travail aujourd'hui. Ils invitent tout le monde, indistinctement de ce qu'ils sont, lorsque les exigences, évidemment, de la vérité judiciaire, lorsque les comptes qui concernent tous les Congolais peuvent être éclaircis, et surtout, lorsque l'on sait que nous sommes tous égaux devant la loi. Écoutez, je viens de recevoir des félicitations de certains
concernant votre courage à expliquer les choses telles qu'elles sont. Merci. Moi j'attends organiser bientôt un débat d'école, pour ne pas dire, entre le cadre de l'Union sacrée et le cadre aussi de l'opposition, pour parler justement, et des professeurs d'université qui vont servir un peu, je dirais, des tampons, l'état des droits et ses exigences, comme vous avez essayé d'expliquer dans cette émission. Et je pense que ce débat va nous permettre de comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et finalement, quel type de société nous voulons dans cette République démocratique du Congo. Merci, professeur. Merci beaucoup, Jean-Marie, mais c'est justement la société juste où les hommes sont égaux devant les charges publiques et devant les lois que nous voulons et que le président désire. Voilà pourquoi Éric de Montgolfier, c'est pour que français de grande renommée, parlait de deux morales. Une morale pour les pigeons et une morale pour les aigles. Nous voulons une justice qui n'a pas de vitesse, une justice qui ne sélectionne pas, mais une justice qui s'attaque aux faits. Voilà pourquoi bravo aux magistrats, bravo aux politiciens, chacun doit faire son travail, ne connectons rien. Laissons chacun faire son travail. Les juges ne sont pas des démons. Ils pourront vérifier, ils pourront même l'acquitter. Mais dire que je ne veux pas parce que tel est violé, c'est tourner derrière les jurisprudences, derrière les doctrines, risque de faire tache d'huile dans notre comportement futuriste. Et je pense, et je conseille, que chacun fasse son travail. Merci, professeur. Merci beaucoup, Jean-Marie. Voilà. Merci.